L'histoire commence en 2021, à la fin 2021. Au moment un peu des fêtes de Noël, on a le repas de Noël des employés. Voilà, c'est un peu à ce moment-là que ça commence puisque dans ce temps-là, je traverse une situation qui est vraiment inhabituelle pour moi et très curieuse. C'est que je me sens complètement déprimée. Et moi, tu le sais, je suis vraiment pas quelqu'un de nature, à être déprimée. Je suis plutôt constante et plutôt dans le plus que dans le moins au niveau de l'humeur. Je suis plutôt de bonne humeur, en tout cas je crois C'est vrai. et vraiment je suis pas quelqu'un qui déprime facilement. C'est quelque chose que j'ai très peu connu dans ma vie, vraiment, et gloire à Dieu pour ça, parce que de nature, je suis plutôt constante et de bonne humeur. Et là, donc, en cette fin 2021, c'est très curieux parce que je réalise que je suis complètement déprimée. Alors, je mets pas les mots dessus au départ, mais j'ai envie de pleurer pour un rien. Je me souviens du repas de Noël des employés notamment, où j'entends les conversations, c'est la fête, c'est Noël, j'adore cette période en plus de Noël. Excuse-moi de te couper, mais pour ceux qui connaissent pas le contexte, en fait, on a une vingtaine d'employés à l'église de la Victoire. C'est ça. Puis, arrivé à Noël, on fait une fête Mmh. avec tout le staff, en fait. C'est ça. Puis, effectivement, moi, je peux vraiment renchérir sur le fait que tu es pas une personne qui est déprimée ou est même, heu, qui est même assujettie, à tes émotions, en fait. Mmh. Jamais je te vois, puis je t'ai jamais vu comme ça, en fait, comme tu étais Mmh. ce jour-là. Je t'avais jamais vu comme ça, si, une fois je t'avais vu un petit peu comme ça, c'était quand tu avais fait le baby blues. C'est ça, le baby blues. C'était pour notre Mmh. premier enfant, c'était en 2004. Donc, entre 2004 et 2021, il y a quand même beaucoup d'espace. Et même là, jamais, en fait, dans la vie, tu as manifesté ce genre de choses émotionnelles, comme ça, être livré à tes émotions. C'est ça et donc ça m'a surprise vraiment et puis, du coup, j'essayais aussi de le cacher. Je voulais pas le montrer parce que déjà je savais même pas l'expliquer. Je voulais pas que mon mari le voie, que les gens autour de moi le voient. Donc c'était difficile parce que c'était à un tel point que, j'arrivais vraiment plus à contenir mes larmes et puis j'entendais les conversations autour de moi lors de ce fameux repas, de Noël avec les employés. On parlait même et puis j'ai dû plusieurs fois aller m'isoler pour pleurer et vraiment, à ce moment-là, je me suis dit: «Bon là, c'est bizarre et un peu grave même» et puis, bah, toi, tu as vu qu'il y avait quelque chose qui était pas normal, donc j'ai dû te dire et voilà, donc c'était vraiment inhabituel et donc je savais pas encore ce qui allait se passer, mais c'est aussi le temps où, j'ai découvert que, j'avais une petite bosse au niveau du sein et je suis pas non plus quelqu'un qui vous allez dire: «Elle est bizarre», mais je suis pas non plus quelqu'un qui regarde trop ce qu'elle vit, en fait, ce que je vis. Je suis pas du genre à même des fois, si j'ai mal quelque part, je m'en rends pas compte tout de suite. C'est juste si la douleur est là, un peu lancinante, je vais me dire: «Ah mais en fait, j'ai mal» et donc tout ça pour dire que là, j'ai découvert que j'avais une petite bosse au niveau du sein et à ce moment-là, j'allaitais, notre dernier enfant, Owen, donc voilà, je me suis dit: «Bon, bah, c'est lié à l'allaitement, c'est rien» et puis, le temps a passé comme ça, les semaines et un moment, en fait, j'ai réalisé que la petite bosse, en quelques semaines, était devenue très grosse. Et là, bah, Gwen, même, tu me disais: «Bah, là, il faut peut-être aller voir le docteur». Puis je suis tout l'inverse de l'hypocondriaque, vous l'aurez compris. Je suis pas du tout d'une nature inquiète, donc je me suis vraiment pas dépêchée là. J'ai pris mon temps, puis au bout d'un moment, je me suis dit: «Bon, c'est vrai quand même, c'est bizarre que l'allaitement me fasse ça». J'ai eu 3 enfants, je les ai allaités tous les 3 et donc bon, c'est peut-être pas tout à fait normal. Donc je prends un rendez-vous et puis même je me souviens que la standardiste, qui me réserve mon rendez-vous, elle me demande c'est pourquoi, donc je lui dis: «Bah, j'ai une grosseur au sein». Et elle me dit: «Mais est-ce que vous voulez un rendez-vous rapidement?» Et moi je lui dis: Non, non, donnez-moi, quand ça se libère, quand il y a un rendez-vous». Parce qu'ici en plus, au Québec, les docteurs sont très chargés, il y en a peu et donc les délais sont souvent très longs. Donc elle me donne un rendez-vous longtemps après et puis ça me convient. Sauf qu'entre-temps, avant que ce rendez-vous n'arrive, je dois me rendre, chez le docteur pour autre chose et donc j'en profite pour lui montrer, cette bosse et puis là, quand elle voit ça, elle dit: «Beh, en fait, là, il va falloir, aller faire une radio et ne tardez pas». Je dis: «Bon, bah, d'accord, alors je vais y aller» et puis voilà, donc je passe à l'hôpital, j'ai un rendez-vous très vite et
Et donc, je fais cette radio et là, la personne qui est là, la spécialiste, elle me fait la radio, et puis elle enchaîne en me faisant une mammographie et puis, là, je trouve que ça prend une tournure, un petit peu surprenante, inattendue pour moi, parce qu'elle veut tout de suite me faire une biopsie. Donc, une biopsie, c'est, prélever, un petit peu de chair, en fait, pour, faire analyser et puis, donc elle veut même enchaîner, à ses rendez-vous d'échographie et de mammographie, elle veut enchaîner une biopsie et bon, je comprends que c'est bizarre un peu, ça se précipite là et finalement elle n'arrive pas à me donner un rendez-vous, à me prendre tout de suite. Donc elle me rappelle et elle me donne un rendez-vous pour le lendemain matin. Donc là, on se dit: «Bon, c'est un peu bizarre tout ça, que j'ai des rendez-vous aussi facilement». Je vois aussi dans sa façon de me parler qu'elle a l'air de savoir, de quoi il s'agit. Mais bon, j'attends tout simplement et puis, la biopsie arrive, donc le lendemain matin et puis, et puis là, en fait, elle commence à me donner des contacts. Une grande chirurgienne, la meilleure, de l'hôpital de Montréal, le CHUM, et elle me dit d'appeler, d'ouvrir un dossier. Je lui dis: «Mais est-ce que vous savez ce que j'ai?» Donc, elle me dit: «Ben oui», elle me dit: «Oui, ça se pourrait que ce soit ça, voilà». Donc, bon, je rentre à la maison avec ça. Évidemment, là, mon mari m'attend. Il me dit: «Bah alors, qu'est-ce qui se passe?» Donc, je lui dis: «Oh, t'inquiète pas, j'ai fait une biopsie, donc on aura les résultats, dans quelques semaines». Et puis, voilà, là, ça prend à peu près un mois, pour qu'on nous rappelle. C'était, je sais pas si c'est ça, mais je crois que ce jour-là, on était encore à une fête des employés. On fait énormément. Non, c'est pas vrai. On fait pas énormément de fêtes, mais on avait la cabane à sucre. Le jour où tu es parti, on était avec les employés. Puis tu Effectivement, devais ouais, aller c'est voir ça. le médecin. Et puis, Mmh. tu es parti plus tôt. Mais nous, on savait un peu ce qui se produisait, que tu avais des examens. Et moi, Mmh. j'étais resté Ouais. avec, justement, on était avec les employés. La cabane à sucre, c'est quelque chose qui est comme un peu culturel ici au Québec. Et Mmh. puis quand je suis rentré à la maison, c'est ça, elle t'a dit, elle avait dit qu'il y avait, je sais pas si c'est ça, le mot, des scarifications, je sais pas quoi, ou des, non, c'est pas ça, Non, des, comment ça s'appelle? Non, c'est pas je ça, me souviens pas pardon, du mot, mais c'est vrai qu'elle avait dit des choses et je me voilà, souviens. c'est tout ce qu'on avait, sur le coup là, c'est tout ce qu'on avait donc juste son retour un petit peu alarmant quand même, mais bon, on est des personnes de foi et puis, dans ce laps de temps où on a dû attendre les résultats, de cette biopsie, eh bien, on s'est positionné dans la foi tout simplement. On a continué à vivre notre vie et puis voilà, on a déclaré que tout allait bien, que tout allait bien aller. Et puis, dans le même temps, on menait un combat aussi pour, pouvoir acheter ce bâtiment d'église là dans lequel, nous nous Mmh. trouvons en ce moment. Et puis en fait, on était sur le point d'aller chez le notaire, mais en refaisant tous les comptes, je réalisais qu'il nous manquait quand même la modique somme de 250 000 pour pouvoir acquérir, notre église. Et donc, le rendez-vous du notaire arrivait et puis moi, j'avais une idée en tête. On l'a déjà partagée plusieurs fois, donc je vais aller assez rapidement. Mais donc je pensais que c'était possible d'obtenir une exonération de certaines taxes et donc je me suis un peu battue pour ça et puis avec mon mari, on s'est retrouvés à passer, des heures au téléphone, avec le gouvernement, à essayer d'avoir des renseignements avec des spécialistes, des fiscalistes et En cetera. fait, ce qui se produisait, c'est il fallait soit qu'on ait 228 000 $ C'est ça. et c'était le dernier jour où on devait les présenter Mmh. pour pouvoir acquérir ce bâtiment. Le dernier jour, en fait, soit on avait la preuve qu'on était exempté de cette taxe, et puis tout le monde nous avait dit non, c'est Mmh. impossible, parce que vous êtes une église, ou soit vous présentez 228 000 $. C'était l'un ou l'autre, en fait. Et tout le monde, des fiscalistes, on avait contacté plein de monde, etc. Et puis tout le monde nous disait non. Et en fait, pendant qu'on était en même temps dans le combat, de la foi, en fait, parce que, bon, même si on savait pas encore, on voyait qu'il y avait quand même des inquiétudes, que tu devais aller au CHUM à Montréal, etc. Mmh. Mais c'était comme, en parallèle, en fait, on se battait, bien pour l'Église, et surtout toi, en fait, parce qu'à un moment, j'avais vu que tu t'es mise à vraiment croire que c'était possible qu'on ait ce document, même si les gens disaient non, non, non. Toi, tu n'as rien lâché, Mmh. tu t'es mise à te battre, en fait, pour ça, Mmh. comme si c'était le dossier prioritaire, en fait, de ta vie, quoi.
C'est ça et c'est exactement ça parce que même ce rendez-vous qu'on avait donc le 25 avril 2022, c'était comme une parenthèse dans ma journée. Là, on y allait, on a eu, toute la route, d'aller parce qu'on est à 1 heure, du CHUM de Montréal et donc on était au téléphone, tout le trajet, on était au téléphone et puis en montant dans l'hôpital, en se garant en montant dans l'hôpital, C'est vrai. en allant jusqu'à l'accueil, là où on devait m'accueillir et même jusqu'à ce qu'on entre dans le bureau, du docteur, en fait, on était au téléphone. Et puis bon, là, comme c'était le temps d'entrer dans le bureau, j'ai dû raccrocher. Donc j'étais un peu frustrée parce que on C'est passait. difficile d'avoir quelqu'un, C'est en ça, fait. on passait beaucoup de temps en attente. Et donc là, j'étais en attente et puis j'ai raccroché malgré tout. Et donc là, on entre dans le bureau de ce grand spécialiste de Montréal. Et on est accueilli par une interne, donc une étudiante en médecine, qui a l'air de penser qu'on a déjà eu un diagnostic. Elle a l'air de penser qu'on sait déjà, et donc elle nous parle comme si on savait déjà. Et là, on entend des mots, on comprend. Et là, quand elle réalise que personne nous a appelés pour nous dire avant elle, Mmh. elle se trouve vraiment très mal à l'aise, elle se décompose un peu. Et j'ai même envie de l'aider, là, j'ai envie de la rassurer, de lui dire ça va bien aller. Et donc là, elle nous fait la fameuse annonce, vous avez un cancer du sein. Puis voilà, donc le diagnostic est tombé. Et puis elle est vraiment mal. J'ai envie moi-même c'est moi qui ai envie de l'aider finalement. Et puis ben, on est tel qu'on est là. Bon, j'avais quand même un petit sourire, je voulais l'aider. En même temps, je trouvais ça un peu cocasse comme situation parce que Moi, euh, j'étais sous le choc quand même. bah, quand les mots tombent, effectivement, là, je suis quand même sous le choc. Et puis là, il y a 10 000 pensées, les pensées qui traversent ma tête. Donc, je pense à mon mari. Je me dis, oh non, c'est pas possible qu'il va vivre ça encore. Et puis je pense à mes enfants, évidemment. Il y a tout là qui se chamboule un peu dans ma tête. Les pensées, en fait, on les maîtrise pas dans un premier temps, puis on peut parvenir à les maîtriser, évidemment, comme on le sait. Mais là, c'est vraiment les pensées de réaction. Et puis, c'est quand même un choc parce que ce que j'ai pas dit, c'est que je suis quelqu'un vraiment d'une bonne nature. Là, je suis forte. Quand j'ai accouché, par exemple, quand j'étais enceinte, par exemple, j'ai travaillé jusqu'au dernier jour, Mmh. quasiment les dernières semaines. Je suis vraiment rarement malade. Puis C'est très même rare que quand je sois les malade. peu de fois, en fait, où tu as été malade, où je t'ai vu, genre mais en fait, tu es vraiment une machine. Non, mais en vrai, c'est comme, tu es tellement courageuse. Dès qu'il y a quelque chose, bah, tu continues, jusqu'au bout, tes activités. C'est comme Mmh. difficile, très difficile de t'arrêter, que Mmh. ce soit émotionnellement parlant ou que ce soit, justement physiquement parlant. Il faut vraiment, vraiment, vraiment que ce soit, je sais pas moi, en tout cas, je t'ai quasiment jamais vu, être là, alité ou Mmh. C'est bref, en tout vrai. cas. Mmh. C'est vrai et donc là, c'est quand même le choc parce que, heu, on entend, hein, évidemment des gens qui ont le cancer, il y en a autour de nous, la maladie est présente, que ce soit dans un cercle proche ou plus lointain, mais dans tous les cas, Bah, moi, jamais on imagine. moi-même, j'ai perdu, ma maman, elle est décédée d'un cancer, suite à un cancer, donc quand j'entends ça dans le petit bureau, Mmh. en fait, on s'attendait pas à ça, de la façon dont ça a été annoncé et puis, en plus, elle annonce déjà un protocole, C'est ça. c'est-à-dire que, les choses qui vont commencer à partir Mmh. de La semaine la d'après semaine d'après, en quasiment, c'est fait. ça. Elle me dit: «La semaine prochaine, on commence ça». Puis moi, la seule chose avec laquelle je suis familier, c'est que, ma mère justement, Mmh. est décédée d'un cancer et que, beh, aussi les traitements, les choses que j'ai Mmh. vues, tout de suite pour moi, c'est une image hyper compliquée, difficile parce Mmh. que je sais de quoi il parle, en fait, à ce moment-là. C'est ça et donc ben, moi, c'est ça, ça fait partie vraiment des premières pensées qui me traversent, la tête. C'est que je pense à mon mari, je me dis: «Oh non, pas encore», je me dis: «Non, c'est trop dur». Je me dis vraiment, je me dis même: «Il a pas de chance avec moi là». Je me dis, je pense à mon fils aussi, Kezia, parce qu'il était petit quand il a vécu aussi la maladie, donc avec, sa mamie.
puisqu'on a été un moment sous le même toit. On l'a vu malade, en fait. Et donc, je repense à tout ça et je me dis, non, c'est trop injuste. C'est pas possible qu'on revive ça. C'est pas possible que ma famille revive ça. Et voilà, en fait, on se trouve dans ce petit bureau de docteur avec cet interne. Et puis, quand Gwen même lui demande, mais est-ce que c'est très grave? Est-ce que ma femme va vivre? Eh bien, la réponse un peu glaçante que lui fait cette interne, c'est qu'elle dit, bah oui, Non, elle mais n'a pas dit oui. Elle n'a pas dit oui, en fait. elle dit, je vous conseille de vous tourner Ouais. vers des psychologues et des groupes de parole, hein. Sa réponse, c'était vraiment ça. C'était pas du tout oui, en fait. C'était proche du non, en fait. Quand je lui ai demandé C'est vrai. si on. Ben voilà, bref, en fait, ce qu'il en était Mm. de son diagnostic. Sachez qu'une chose, c'est que moi, je pose des questions à des professionnels, mais c'est sûr que je suis un homme de la parole et un homme de foi. Et puis, même dans un endroit comme ça, avec une intensité du combat, je dirais pas que j'ai affronté sa parole ou bien j'ai voulu absorber sa parole. En fait, il y a des gens qui ont un diagnostic, pardon, une expertise. Ils ont une expertise et on veut pas renier l'expertise des gens. C'était pas du tout mon cœur de renier son expertise, ni de nier les faits. En fait, la foi n'est pas là pour renier les faits. En fait, quand on a la foi, on devrait pas avoir peur de s'informer, mais on devrait le faire à hauteur aussi du bouclier de la foi que nous possédons, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est capable de combattre, comment on est capable de l'accueillir. Donc, sur ce coup-là, en fait, j'avais le choix de poser zéro question, puis se dire, mais on va mener le combat de la foi, parce que, même si les médecins font bien leur travail, en tout cas, j'ai posé quand même cette Mm. question-là pour voir c'était quoi son expertise. Parce que si on peut avoir aussi une bonne expertise ou quelque chose, qu'un médecin qui vous dit oui, on peut guérir très facilement de tel, ben, Mm. c'est bon aussi, ça peut aider pour la foi. En fait, je dis ça Mm. parce que ça peut aider pour pas vous pour vous positionner votre foi dans ce que dit uniquement le médecin. On doit avoir notre foi en Dieu, mais en tout cas ça peut aider. Mais en tout cas, ce qu'elle m'a dit, ça m'a pas du tout aidé. C'était au contraire, ça pouvait commencer un combat dans ma tête et dans mon âme parce que elle n'était pas du tout optimiste en fait. Elle m'a tout de suite, elle m'a même pas répondu. Elle m'a pas répondu oui. Elle m'a dit je vous conseille de vous orienter à la question est-ce que on peut guérir. Sa réponse c'était vraiment et puis c'était une interne en fait. Donc je crois que la diplomatie, bref, tout ça a été je sais pas, ça a dû lui échapper en fait. Bah, c'est sûr qu'elle était inconfortable. C'était peut-être l'une des premières fois qu'elle faisait une telle annonce. Et puis ensuite, il y a la docteure qui est arrivée. Puis effectivement, là, ils nous ont déjà parlé de protocole. Voilà, j'ai entendu chimio, j'ai entendu mastectomie, j'ai entendu médicaments à vie. Voilà, c'était un peu tout ça, là, le coup de massue avec un protocole déjà clair, établi et qu'il fallait commencer très rapidement apparemment. On a même vu des photos d'une plasticienne qui était plutôt fière même de nous montrer ces photos. Puis j'ai eu un peu le réflexe, j'ai voulu écarter les photos des yeux de mon mari. Je me suis dit, mais pourquoi elle nous montre ça? Parce qu'elle trouvait que c'était un joli travail sûrement, mais effectivement, quand on nous annonce un diagnostic et on est un peu sous le choc. Donc c'est sûr qu'on n'a pas peut-être besoin tout de suite de voir des choses comme ça. Donc voilà un petit peu les conditions dans lesquelles on nous a annoncé cela. Et puis il n'y a jamais de bonnes conditions finalement. C'est pour ça Ah non, on on n'est jamais. on n'accuse personne. Là, c'est jamais facile à annoncer. Et puis c'est jamais facile à recevoir comme diagnostic non plus. On n'est jamais préparé à ça. Et moi, je l'étais vraiment pas. Jamais dans ma vie, j'ai pensé que j'allais avoir un cancer finalement. Autour de moi, à part ma belle-mère, mais je veux dire dans ma famille, au niveau du sang, il y en a même pas. Donc voilà. Mais clairement, j'ai établi de suite que c'était une attaque évidente de l'ennemi, une attaque pour ma vie, une attaque aussi pour mon mari qui était très investi et qui l'est toujours dans le ministère, une attaque aussi justement pour notre ministère puisque eh bien avec mon mari on est même si moi on voit pas, on voyait beaucoup moins mon visage, mais dans tous les cas j'étais là et je fais partie aussi des figures de ce ministère. Donc et puis nous prêchons la guérison.
Nous prêchons la guérison. Donc, j'ai vécu vraiment ça comme une attaque. Donc voilà, on sort de ce bureau du docteur avec ce diagnostic, on marche, on se dit pas grand-chose au début, je pense. Et puis, je crois que très vite, on choisit notre posture, on choisit notre position, et on choisit une position de foi, à tel point que on n'échange pas grand-chose, mais on reprend nos appels téléphoniques pour notre achat de bâtiment. Dès que j'avais à peine quitté l'hôpital, que j'étais encore au téléphone pour reprendre notre dossier en cours. Donc c'est pour ça que je dis que c'était presque comme une parenthèse dans notre quotidien. Et cette journée-là, le combat qu'on menait, c'était celui de l'achat de ce bâtiment. Et gloire à Dieu, parce que sur le chemin du retour, donc comme je l'ai dit, il y avait 1 heure de route, on a obtenu les fameux numéros qui nous ont permis d'acheter ce bâtiment, tout simplement, et on les a obtenus peut-être 30 minutes avant l'heure limite après laquelle ça n'aurait plus été possible. Donc c'était la priorité à ce moment-là, et c'est ce qu'on a fait en sortant de chez le docteur. Moi, je me suis dit, l'ennemi va rien nous voler, et surtout pas ça. On se laisse pas déstabiliser, on a le droit d'être choqué, c'est normal, mais par contre l'ennemi ne va rien nous voler. Et aujourd'hui, on est dans ce bâtiment, gloire à Dieu, parce qu'on a réussi à l'acheter. Et ça, c'est le meilleur des témoignages. Et ensuite, il nous restait encore un petit peu de route. Donc là, en fait, on décide avec Gwen de déclarer. On se met à faire des déclarations dans la voiture. C'est ça, ce que j'allais dire. On a commencé à faire des déclarations, à renverser, en fait. La Bible dit que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Et on a commencé à mener le combat de la foi, en fait. Il n'y a qu'un seul combat qu'on doit mener dans la vie, c'est le combat de la foi. Et le combat de la foi, comment il se mène? Il se mène avec la parole de Dieu. On a commencé à prendre les armes de la parole de Dieu. La Bible dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par Dieu pour renverser des forteresses, etc. Et en fait, on a commencé à vraiment mener le combat, parce que là, c'est le combat contre la vie, contre la mort, en fait, disons. Donc, on a commencé à parler à voix haute, faire des décrets et prendre autorité. La Bible dit, vous marcherez sur les serpents et les scorpions, et toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Et grâce à Dieu, en fait, comme c'est une habitude que nous avons de lire la parole de Dieu et de la méditer, eh bien, nous avions aussi des armes. Nous avions Éphésiens 6, nous avions des armes pour combattre cette mauvaise nouvelle. Et je dis pas ça pour dire gloire à nous. Non, je dis juste que si vous traversez quelque chose, en fait, le premier réflexe, c'est la parole de Dieu. Il y a plein de gens qui sont dans le monde sans espérance, ils ne savent pas comment faire. Certains essayent peut-être des pensées positives. En fait, il y a toutes sortes de... Tout le monde veut essayer de guérir finalement, que ce soit par des médicaments, par un traitement, par de la nourriture, de la méditation, etc. Puis je suis pas là en train de dire que telle et telle chose c'est mauvaise. Je veux juste vous dire que la parole de Dieu, en fait, elle est efficace. Elle est efficace pour combattre, et nous avons pris notre épée. La Bible dit que cette parole, c'est une épée. Donc, sur le chemin du retour, vraiment, on a commencé à mener le combat de la foi. C'est ça, on a commencé à ce moment-là, et puis on a renversé le diagnostic par nos paroles, on a déclaré que tout allait bien aller, et on a déclaré aussi la paix et la joie. On a déclaré vraiment la paix et la joie pour nous-mêmes, pour la famille, pour notre entourage. On s'est vraiment mis dans une posture active de foi, et concernant notamment la paix et la joie. Donc, et puis rappelez-vous aussi que j'ai commencé en racontant donc que j'avais eu un épisode de déprime juste quelques mois avant, et donc après, quand j'ai repensé à tout ça, je me suis dit en fait c'est comme si c'était mon corps, mon âme qui me prévenait qu'il y avait quelque chose. Je savais pas ce que j'avais, mais je pense vraiment que c'était lié, et je pense que parfois on a des petits indicateurs comme ça pour nous dire tout simplement de prier. Donc je veux dire à quelqu'un que si vous traversez une période que vous comprenez
comprenez pas au niveau de votre humeur, eh bien, mettez-vous simplement à prier, à Mhm. déclarer sur vous-même. Parce qu'il y a peut-être quelque chose qui se joue dans l'invisible, qu'on ne peut pas encore voir, mais dans le monde spirituel, comme on l'a dit, on est avant tout des êtres spirituels et il y a des choses qui se passent et qui se manifestent d'abord dans le spirituel avant de se manifester dans le naturel. Donc je pense que ça, c'était un moment déclic pour que je me dise, il faut que je prie sur moi-même, il faut vraiment que je me fortifie moi-même dans ma foi. Et donc, suite à ça, on est rentré à la maison, on a repris le cours de notre vie, mais rien n'était plus pareil, évidemment. Et ce qui est né de cela, c'est d'abord chez moi une colère, mais une sainte colère. C'est-à-dire que je me suis dit, mais le diable est méchant, c'est un voleur. Et je me suis dit, je lui ai dit, tu vas pas m'avoir. Tu croyais que ça allait être facile peut-être. Tu as vu en moi peut-être une cible de choix. Mais comme dit Pasteur Joël, je ne suis pas comestible. Et là, je me suis mis en colère intérieurement et je me suis dit, ça va pas se passer comme ça. Et à ce moment-là, donc, eh bien, je me suis mise à faire des choses. On a mis des actions en place qui nous ont vraiment aidés dans tout ce processus et qui nous ont permis de le traverser dans la paix et dans la joie et Mhm. sans larmes, sans tristesse. Je veux vraiment vous dire que on a réussi grâce à Dieu, à traverser tout cela sans une larme. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer, mais on est une famille, j'ai deux jeunes enfants, moins de 5 ans, là, ils avaient. Donc, c'est pour vous dire que, évidemment, quand on regarde les circonstances, on avait de quoi être dépité, là, on avait de quoi être complètement découragé. Si on regarde les circonstances, mais le fruit de l'esprit qui est la joie, n'est justement pas le bonheur. C'est différent du bonheur, parce que le bonheur, il est fluctuant en fonction de ce qu'on vit. Mais la joie, telle que le fruit de l'esprit le décrit, c'est une joie, en fait, ça vient du grec kara, qui signifie en fait la grâce, la joie produite par la grâce. Et c'est une joie qu'on ne peut nous enlever, en fait. C'est une joie qui est là en nous et qui n'est pas liée à nos circonstances. Et c'est vraiment cette joie-là qu'on a déclarée dans notre vie.